bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de cette édition, nous entendrons le directeur général de l'Ordre de Malte France et un représentant de l'Association française de l'Ordre de Malte. Ce matin, ils ont tenu à clarifier leur fonctionnement et répondre aux interrogations après les tensions mises en lumière ces dernières semaines entre l'Ordre souverain de Malte et le Saint-Siège. Mardi, en France, l'Assemblée nationale a voté une loi historique. Le délégué général du CCF des Terres Solidaires, Bernard Pinault, nous dira pourquoi les nouvelles règles relatives au devoir de vigilance des entreprises multinationales est une avancée pour le monde. Les franciscains s'apprêtent à ouvrir le jubilé des 800 ans de leur arrivée en France. Dès le 1er mars, des événements seront proposés partout dans le pays. Le frère Bustillo, porte-parole de la famille franciscaine, nous dira les enjeux de cette année jubilaire. À moins de 4 mois des élections présidentielles, on n'a toujours pas vraiment entendu parler des programmes des candidats. Alors on a décidé d'aborder le sujet ce soir avec nos éditorialistes. Avec nous sur notre plateau, les regards de Christophe Geffroy, directeur de la Nef magazine mensuel. Bienvenue. Bonsoir. Avec vous, Frédéric Casatsu, journaliste politique à l'hebdomadaire protestant Réforme. Bonsoir Frédéric. Olivier. À tout à l'heure. Ce matin, l'Ordre de Malte en France a tenu à clarifier et préciser son fonctionnement après les événements qui ont révélé une certaine crispation entre le Saint-Siège et le gouvernement de l'Ordre de Malte. Si l'affaire est complexe, on peut en retenir qu'il s'agissait avant tout de mésententes entre des personnes et non pas d'une remise en cause de la mission et du fonctionnement de l'Ordre de Malte. Le Saint-Siège a dit dès le début de l'affaire son soutien et ses encouragements pour le travail de ses membres et ses bénévoles dans le monde. Mais cette crise a suscité des questionnements et c'est pour y répondre que l'Ordre de Malte en France a tenu un point presse ce matin. Il y a d'abord un conflit qui concerne le cardinalis patronus de l'ordre. Et patronus ne veut pas dire patron. Je le répète, patronus veut dire il est le représentant personnel du pape auprès de l'ordre sans avoir de responsabilité opérationnelle. Ce cardinalis patronus, le cardinal Burke pour ne pas le nommer, on le sait, est un peu en conflit avec le pape, c'est le moins qu'on puisse dire, et en fait a un peu instrumentalisé sa fonction en utilisant la traduction patronus en patron pour essayer d'impliquer l'Ordre de Malte dans son combat. Nous avons plutôt été les victimes collatérales de ce problème de relation avec un cardinalis patronus et le Saint-Père lui-même. Pour nous, Ordre de Malte France, ce qui compte, c'est l'action, c'est nos missions auprès des plus démunis, c'est notre action dans la rue auprès des sans-abri, auprès des migrants, auprès de nos patients dans nos établissements médico-sociaux et dans nos centres de formation. C'est ça qui compte. En fait, je dirais, on est presque des victimes collatérales de ce qui s'est passé à Rome. On n'a bien sûr rien à voir avec tout ça. Nous, notre but, c'est l'action, c'est ça qui compte pour nous. Nous sommes les œuvres hospitalières. Les franciscains fêtent le jubilé des 800 ans de leur arrivée en France. En 1217, les premiers frères foulent le sol français. Emmenés par le frère Pacifique, l'un des plus chers compagnons de saint François, ils arrivent près de Vézelay, à la Houlette. Ils ne parlent pas bien la langue, méconnaissent la France, mais ils ont décidé d'annoncer l'Évangile au-delà de l'Italie. 800 ans plus tard, la famille franciscaine compte 4000 frères, sœurs ou laïcs répartis dans les diocèses de France et d'Outre-mer. Et le 1er mars marquera le début du jubilé. Il a été présenté hier à Saint-Denis, un temps pour rappeler que les franciscains veulent continuer à cheminer en Église à l'image des premiers frères. Il y a 8 siècles, les frères sont arrivés, ils ont donné leur vie pour le royaume. Et nous aujourd'hui, que faisons-nous? Que vivons-nous? C'est un appel à l'enthousiasme et à la responsabilité. Et nous avons des défis dans notre société, dans notre monde, en France, dans l'Église. Des défis par rapport à la fraternité, par rapport à la pauvreté, par rapport à l'écologie, par rapport au dialogue interreligieux, par rapport à l'intériorité, à la joie. Et je pense que nous, par ce jubilé, nous souhaitons transmettre, communiquer de l'espérance et de la joie. Les médias nous transmettent souvent la peur et la violence. Le charisme franciscain peut pacifier. En Belgique, les fraternités monastiques de Jérusalem vont quitter Bruxelles après 15 ans de présence. Une situation qui suscite l'émotion chez les fidèles de la paroisse Saint-Gilles, où est installée la fraternité.
En 2015, le vicariat de Bruxelles a décidé un remaniement des unités pastorales de la ville. En juin 2016, il a été demandé à la Fraternité monastique de Jérusalem de déménager dans une autre église. Après avoir étudié la proposition, les fraternités monastiques de Jérusalem ont publié un communiqué lundi dernier et elles ont estimé que cette perspective revenait à envisager une nouvelle fondation et qu'il était préférable de quitter Bruxelles. Nous écoutons Monseigneur Coquerolles, évêque auxiliaire de Manille-Bruxelles. Le fait que les fraternités et la vie paroissiale classique devaient cohabiter, ça suscitait pas mal de tensions. Et donc, nous avons discerné et nous avons réfléchi sur d'autres options possibles pour les fraternités. C'est-à-dire que pour l'Église à Bruxelles, c'est indispensable, c'est vital d'avoir des lieux au cœur de la ville qui soient ouverts à la prière, tant personnel que communautaire, des lieux d'écoute, des lieux où on peut recevoir le sacrement de réconciliation. Donc les fraternités ont fait un travail et continuent à faire ce travail remarquable de cette présence priante au cœur de la ville. Et donc ça fait partie aussi des priorités de l'Église de Bruxelles. Mais dans les faits, à Saint-Gilles, ça s'est avéré délicat. Et donc, nous souhaitons vivement que cette présence des fraternités, que les fraternités reprennent pied à Bruxelles, mais dans un contexte peut-être où ils peuvent pleinement déployer leur charisme. Le diocèse de Lille a un nouvel évêque auxiliaire, Monseigneur Antoine Héroard. Il a été nommé hier par le pape François. Depuis 2014, il était recteur du séminaire pontifical français de Rome. Il succède à Monseigneur Gérard Colliche, atteint par la limite d'âge. Diplômé de HEC et maître en théologie morale, il a été ordonné prêtre à Paris en 1985. Il a eu ensuite de nombreuses responsabilités, comme celle d'aumônier diocésain du Secours catholique ou encore celle de directeur du département Société humaine et responsabilité éducative au Collège des Bernardins. Nous l'avons joint à Rome après l'annonce de sa nomination et il a hâte de découvrir son nouveau diocèse. Aux diocésains de Lille, je veux dire d'abord ma joie de venir les rejoindre et de travailler avec eux. Alors c'est vrai que je ne connais pas beaucoup le diocèse de Lille, même si j'ai eu quelques occasions de connaître un certain nombre de gens, de participer à des rencontres à Lille. Mais je veux leur dire ma grande confiance et ma grande joie d'être avec eux et avec notre archevêque, Monseigneur Ulrich, que je connais depuis déjà pas mal d'années et avec qui je suis très heureux de pouvoir collaborer à cette mission épiscopale. Le week-end dernier, à Tahiti, a eu lieu l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Pierre Cotenceau. Il avait été nommé le 15 décembre archevêque de Papeete par le pape François. Samedi, il n'y avait plus aucune place de libre sur les bancs de l'église de Maria Noteo. Des fidèles venus de tout l'archipel, des îles aussi lointaines que celles des Marquises, qui ne font pourtant pas partie du diocèse. Le président Édouard Fritsch et de nombreux représentants du gouvernement ont participé à la cérémonie avec une chorale de 900 choristes. Monseigneur Cotenceau est à la tête d'un diocèse qui compte 276 000 habitants, parmi lesquels 105 000 catholiques. Nous l'avons joint après son ordination. J'ai reçu l'avis de la nomination par téléphone. Tout de suite, ma pensée s'est projetée vers le Magnificat. Deux versets particuliers. Il s'est penché sur son humble servante. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Pour moi, ça a été la nomination en tant qu'archevêque. Je me doutais que peut-être ça allait arriver, si vous voulez, dans la mesure où j'étais déjà administrateur apostolique pendant un an. Mais le choix, le choix de ma personne pour être l'archevêque, ça m'a permis de toucher un peu plus du doigt comment Dieu prenait soin de son Église et comment il faisait des grandes choses avec des petits moyens. Je me considère comme un petit moyen, mais à travers moi, le Seigneur mène son Église ici, dans ce coin perdu de l'Océanie,
Et pour moi, c'était un émerveillement. Et ça a été magnifique pour moi. En Égypte, 2 chrétiens coptes ont été assassinés dans le nord du Sinaï, l'un des fiefs de l'État islamique. Ils ont été retrouvés hier matin. D'après les responsables de la police locale, il s'agit d'un père et de son fils, âgés de 65 et 45 ans. Le plus jeune aurait été brûlé vif, selon des médias locaux. Dans une vidéo postée dimanche, l'État islamique promettait de nouvelles attaques contre les chrétiens. L'Égypte abrite l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde. Elle représente aujourd'hui 10% de la population. Le dialogue fraternel entre juifs et chrétiens est désormais consolidé et efficace grâce à une confrontation continue et collaborative. S'est félicité ce matin le pape François. Il a reçu en audience une délégation internationale d'intellectuels juifs menée par le rabbin argentin Abraham Skorka, ami du pape François. Il est venu présenter une nouvelle édition de la Torah. Le pape a salué l'état d'esprit des personnalités qui ont travaillé à cette nouvelle édition du texte sacré. Une vision culturelle ouverte dans le respect réciproque et dans la paix, a déclaré le pape François. Mardi soir, une loi historique a été adoptée par les députés français, la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre. En d'autres termes, les entreprises multinationales devront respecter les droits humains et environnementaux pour leurs structures basées à l'étranger. Et c'est une première mondiale. Depuis 4 ans, les organisations et députés qui ont porté ce projet ont dû faire face à des pressions. Même si cette loi de vigilance aurait pu être plus ambitieuse pour le CCFD Terre Solidaire, qui a soutenu le projet, c'est une avancée historique pour les droits humains. Cette loi, ça fait 10 ans maintenant que l'on essaie de pousser des propositions dans le sens d'une régulation des multinationales, à l'appel en particulier de nos partenaires du Sud. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour nous, Association de solidarité internationale, si nous mobilisons sur cette question de la régulation des multinationales, c'est parce que là-bas, dans les pays du Sud, nos partenaires nous disent que pour un certain nombre de multinationales, ce n'est pas évidemment le cas pour toutes, l'impact est négatif sur les populations, c'est-à-dire qu'il y a des violations des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a des dégâts environnementaux. Et du Guatemala, du Pérou, de la République démocratique du Congo, du Cameroun, nous viennent des voix qui nous disent « essayez de faire en sorte que ces multinationales puissent être régulées et qu'il y ait une vigilance pour qu'il n'y ait pas d'impact sur nos populations ». Ensemble, on a cherché, on a travaillé. La fabrique de la loi a été très originale, avec un dialogue avec la société civile qui a été permanent. Et puis, il a fallu engager le dialogue avec les autres groupes politiques dans leur diversité. On a travaillé droite et gauche, diversité de la gauche. Et on a engagé le dialogue avec le gouvernement. Et là, ça a été le parcours du combattant extraordinaire. 4 ans parfois d'humiliation, parfois d'espérance, d'attente. Et notre persévérance extraordinaire a payé. Nous avons aujourd'hui une loi qui place la France à l'avant-garde de la protection des droits humains dans les chaînes de valeur, dans les chaînes de fabrique du monde. Une loi qui va faire école en Europe. Et c'est ici, maintenant, dans ce mandat, avec toutes ces forces de la société civile et politique unies, que nous l'avons fait. C'est une immense fierté. Et puis, fait rare dans les murs de l'Assemblée nationale, le pape François a été cité lors de la conclusion du président du CCFD Terre Solidaire. On regarde. Vous me permettrez, je l'espère, en tant que comité catholique contre la faim et pour le développement dans cette enceinte républicaine, de citer en conclusion le pape. Ouais, je savais que j'allais faire un petit effet là. La responsabilité sociale et environnementale des entreprises se réduit d'ordinaire à une série d'actions de marketing et d'image, dit le pape. Le père Federico Lombardi, ancien porte-parole du Vatican, ancien directeur général de Radio Vatican et du centre de télévision du Vatican, a été décoré hier des insignes d'officier de la Légion d'honneur. Vous le voyez sur ces images du service de presse de l'ambassade de France près le Saint-Siège que nous remercions. Une reconnaissance pour son attention à la francophonie, grâce notamment à la diffusion dans le monde des émissions en langue française de Radio Vatican. Hier, c'était la journée mondiale du scoutisme. Le mouvement fondé en 1907 par Baden-Powell rassemble des millions de jeunes dans le monde. Un mouvement qui fait toujours autant vibrer les jeunes. Pour preuve, les scouts et guides de France ont enregistré une hausse de 30% d'inscriptions ces 10 dernières années.
et compte 75 000 adhérents cette année. L'une des priorités aujourd'hui est de favoriser la mixité sociale, comme nous l'explique François Mandil, délégué national des Scouts et Guides de France. Le scoutisme a été inventé par Baden-Powell pour permettre à des enfants qui étaient dans des quartiers défavorisés, où il n'y avait pas beaucoup d'activités, pas beaucoup de propositions. Ça a été inventé par Baden-Powell pour permettre à ces jeunes de sortir et d'avoir un avenir. Parce que Baden-Powell disait dans chaque jeune, il y a au moins 5% de bons. Et il faut prendre ces 5% et les développer. Et personne n'est définitivement perdu. Et ça, c'est la vocation première du scoutisme. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a notamment en France, mais pas seulement, des tensions sociales assez graves, assez fortes. Et donc effectivement, on travaille beaucoup sur la mixité sociale, sur la rencontre entre quartiers, lutter contre toutes les formes de ghettoisation, de séparation. Quand on vit dans sa bulle, dans son quartier, et qu'on a peur du quartier d'à côté, qu'on ne veut pas aller le voir, aujourd'hui, pour nous, c'est un défi qu'on a envie de relever, justement pour répondre à cette question de tension sociale. Et j'ajoute que le 5 mars à Strasbourg et à Lyon, des temps d'échange seront proposés par les scouts et guides de France pour présenter le mouvement. Et on poursuit avec la chronique du père Arnaud Gade. Cette semaine, il revient sur l'interdiction à la vente en Allemagne de poupées pour les enfants un peu particulières. Je vais aujourd'hui parler d'histoire de poupées. C'est charmant, une poupée. Hein. Alors, j'ai vu en Allemagne des poupées merveilleuses, des poupées connectées. Donc, non seulement elles ferment les yeux, elles disent papa, maman, mais l'enfant peut parler avec elle, lui poser des questions, et elle répond, connectée à une tablette ou un iPhone, avec une encyclopédie pour enfants, par exemple. Elle répond aux questions que pose l'enfant et un dialogue s'engage. C'est tout à fait passionnant. C'est un conte de fées. Mais le conte de fées peut avoir un côté diabolique. Comme ces poupées connectées ne sont pas très sécurisées, d'une part, on peut, dans un rayon de 15 mètres, peut-être plus, interférer et parler à l'enfant avec la voix de la poupée. On peut imaginer toutes les perversions possibles. Et puis, les données sont collectées, recueillies, essentiellement à des fins commerciales. Vous voyez ce qu'un enfant peut dire à la poupée d'aller demander au Père Noël. Mais il peut aussi y avoir, bien sûr, des incidences criminelles. On peut demander quand est-ce que les parents rentrent, est-ce qu'il y a un chien, où est le système d'alarme, inviter l'enfant à aller ouvrir la porte. Alors, le gouvernement fédéral, l'Agence fédérale de sécurité, vient d'interdire ces poupées. Mais les interdictions, on le sait, ne tiennent pas longtemps devant les progrès de la technologie. On peut regretter les soldats de plomb et les chevaux de bois, et il faut se souvenir finalement que Pinocchio, avant d'être un petit garçon, était une marionnette de bois, et si on connaît bien l'histoire, ça valait peut-être mieux. Merci Père. Tout de suite, la revue de presse. Et ce mois-ci, l'ANEF propose un dossier sur l'Église catholique au Japon, Christophe. Oui, effectivement, nous avons fait ce dossier en réalité en réagissant au film de Martin Scorsese, Silence, qui est un film très puissant qui raconte l'histoire de missionnaires jésuites au Japon au XVIIe siècle. Et donc nous avons profité de la médiatisation de ce film pour faire un dossier sur le catholicisme au Japon. Merci, et je vous rappelle que l'ANEF est un magazine mensuel qui paraît tous les premiers du mois. Cette semaine, Réforme cherche à comprendre les ressorts du vote Front National, Frédéric. Oui, bonjour Olivier. Oui, en effet, parce que la banalisation de l'éventuelle victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle nous alerte. C'est la première fois qu'un certain nombre de nos concitoyens considère que oui, c'est une hypothèse crédible. Et plutôt que de savoir si techniquement ou politiquement la chose est imaginable, nous avons voulu comprendre le mécanisme et alerter à la fois nos lecteurs et nos concitoyens sur cette situation. Merci Frédéric. Famille chrétienne propose son premier épisode sur la charité en actes pour le Carême. Un reportage à la cité Saint-Pierre à Lourdes, bâtie sur les hauteurs de la ville mariale. Elle accueille les pèlerins en situation de précarité. 40 ans après sa fondation, l'aventure continue de plus belle.
Pellerin pose une question dans son numéro. La France pourrait-elle vraiment quitter l'euro, revenir au franc pour relancer l'industrie du pays pour les uns, une chimère qui risque d'augmenter les taux d'intérêt pour les autres? Le débat sur le Frexit est lancé. Un dossier dans France catholique sur les jeunes volontaires qui s'engagent auprès de l'Église d'Orient, comme Vincent Gélaud qui raconte son expérience avec l'œuvre d'Orient, notamment quand il a participé à la création de Radio Al-Salam. Aujourd'hui, l'œuvre d'Orient s'engage sur la voie de la confiance avec la jeunesse en lançant un pôle jeune pour des missions auprès des chrétiens d'Orient. La Vie s'intéresse au candidat à la présidentielle Emmanuel Macron. Un homme providentiel, s'interroge l'hebdomadaire. Si le dynamisme du candidat est sans aucun doute un atout attractif, sa parole est un peu vide. Marcel Gaucher souligne dans ce dossier qu'Emmanuel Macron donne la direction de l'avenir, mais n'a pas de racines dans le passé. Voilà pour votre revue de presse. On retrouve sans tarder nos éditorialistes. Les élections présidentielles se rapprochent. Si les affaires, les stratégies des candidats font la une des médias, on en oublierait presque l'essentiel, ce que proposent les candidats dans leur programme. Qu'est-ce qu'en retiennent nos invités, leurs points d'attention, leurs alertes? On en parle avec vous, Christophe Geffroy de la Nef et Frédéric Casatsu de Réforme. Alors tous les deux, vous avez regardé ou en tout cas parcouru les programmes des uns et des autres. Quel est votre sentiment général à la lecture de tous ces programmes? Frédéric, peut-être, on commence par vous. D'accord. Alors d'abord, rappelons qu'il est assez logique que l'on s'intéresse aux personnalités pour au moins deux raisons. D'abord parce que l'élection présidentielle, selon la tradition gaulienne, c'est la rencontre d'une personne avec le peuple. Ensuite, parce que, comme le disait jadis Laurent Fabius, on n'a pas vu les idées avancer toutes seules. Il faut bien, et je crois important de le dire dans une télévision chrétienne, il faut bien quelqu'un pour les incarner. Bon. Ceci étant posé rapidement, je dirais que Benoît Hamon essaie de renouer le fil entre la gauche et ses traditions, c'est-à-dire la justice sociale, et la gauche, et d'autre part la projection de la gauche dans le domaine de l'environnement. François Fillon essaie de son côté de réconcilier la droite avec ses traditions, ses valeurs chrétiennes, dit-il. Là, il faudrait dire que quand même tous les chrétiens ne se reconnaissent pas en François Fillon, et le libéralisme économique. C'est une proposition très originale si on y réfléchit. Problème de Benoît Hamon, c'est qu'il est en grosse difficulté parce qu'il ne parvient pas à rassembler la gauche, et c'est un élément fondamental de sa crédibilité. Problème de François Fillon, c'est qu'il a, pour porter ce projet, voulu montrer sa probité, il a souligné sa probité. Or, les affaires, nous détestons, et moi le premier à Réforme, ce genre d'expression, mais c'est pour aller vite. Disons, les mises en cause dont il est l'objet, ces mises en cause dégradent sa crédibilité. Alors, Emmanuel Macron, lui, c'est tout à fait autre chose, mais comme je sens que je suis un peu bavard, je laisse la parole à mon camarade. Effectivement, Christophe, on voudrait savoir, vous, ce que vous avez pu retenir dans le programme des uns et des autres, et surtout à quoi vous êtes attentif, vous, à la Nef particulièrement. Alors, bon, déjà, au début, vous vous plaigniez que les médias sont peu intéressés au programme, mais vu le fonctionnement actuel des médias, c'est vrai que la politique est un peu ramenée à des slogans publicitaires, et en fait, les affaires vraiment de fond, on a l'impression qu'on n'intéresse pas les grands médias. Donc, le détail des programmes, quand je vois que Marine Le Pen fait 144 propositions, je ne sais pas qui va aller regarder les 144 propositions en détail pour vraiment en débattre. Moi, ce que je retiens de tout ça, je le dis d'une façon assez pas du tout neutre, je n'ai pas cette prétention-là. Je pense que ce qui m'intéresse dans cette élection présidentielle, qui est un moment important de la vie politique, et tout en étant important, je tiens à dire aussi qu'il ne faut pas non plus trop attendre d'une élection présidentielle, parce que quand on parle d'élection, on a l'impression que l'élection présidentielle va tout changer. Un de mes confrères titrait sur Macron l'homme providentiel. On aime beaucoup en France l'homme présidentiel, on a eu De Gaulle, c'est merveilleux, mais malheureusement, on n'a pas un De Gaulle à chaque élection. Donc l'homme providentiel, je ne sais pas
si ça existe. En tout cas, il n'empêche que l'élection présidentielle est un moment important de la vie politique. Les élections précédentes l'ont montré. Les Français, je crois, ont été très déçus des 2 dernières élections, puisque en 2007, on a eu M. Sarkozy qui avait un programme finalement assez, qui essayait de toucher la France profonde en revenant sur les notions de racines et tout ça. Et on sait ce qu'il en a fait, c'est-à-dire à peu près rien pendant son quinquennat. Et ensuite, on a eu M. Hollande qui a été le président normal, dont je ne sais pas ce qu'on retiendra, tellement cette présidence semble falote. Frédéric, vous souhaitiez réagir ? Un mot là-dessus. Bon, les programmes, je voudrais citer Jacques Duquesne, un grand journaliste chrétien qui a publié un livre de souvenirs merveilleux et qui dit que c'est lui qui a mis en forme le programme du Parti socialiste en 1971 et il y a mis des petits ingrédients personnels pour se divertir. Et 2 ans après, dans le programme des réformateurs, une structure de droite, il a remis les mêmes idées parce qu'on lui avait demandé. Donc, effectivement, les programmes, il faut en prendre et en laisser. Est-ce que pour autant, il faut les lire quand même ? Est-ce que non, ce que je crois, c'est qu'il faut... enfin, si je puis me permettre, il ne faut rien du tout, comme disent les psychanalystes. Mais disons que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre l'axe sur lequel la candidate ou le candidat ou les candidats vont poser leurs propositions. Et au fond, un petit mot sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est le premier candidat depuis des années qui disent, voilà, on prend la réalité, le monde est complexe, et au lieu de nier cette complexité, on va essayer de lui donner un sens. Et au fond, dit-il, pour résoudre un certain nombre de problèmes, et on sait que bon nombre de nos concitoyens pensent cela, pour résoudre un certain nombre de problèmes, il ne faut pas toujours être de droite ou toujours être de gauche, mais on peut se rassembler les uns et les autres autour de quelques propositions. Voilà, c'est ça son pari. Je ne dis pas qu'il soit bon ou mauvais, mais j'essaie de décrypter l'orientation des uns et des autres. Pour vous, Christophe, comme Frédéric, au fond, c'est plus le cap donné par une personne, plus que ce qu'il y a dans les programmes qui vous intéressent ? Bien sûr, c'est ce qui compte principalement. Si vous voulez, aujourd'hui, il faut s'interroger en fait sur ce qu'attendent les Français, quels sont les grands problèmes qui sont ceux auxquels les Français aujourd'hui sont confrontés. C'est ça qui en fait compte. Ensuite, on peut mettre telle ou telle mesure concrète dessus, mais ce qui compte, c'est la volonté d'aller dans une direction ou dans une autre. Moi, si aujourd'hui j'avais à résumer de façon simple, nous sommes à la télévision, nous avons peu de temps, quels sont les grands problèmes qui s'offrent à nous ? Moi, je les verrais autour de 2 pôles. Le premier pôle, c'est un pôle que j'appellerais un pôle anthropologique. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce qu'on va faire de l'homme demain ? Bon, je vais vous rassurer tout de suite. D'une certaine façon, à peu près tout le monde s'en fout, parce que de toute manière, cette question-là, elle est quasiment non présente dans les programmes politiques des uns et des autres. Donc, on est face quand même à une révolution anthropologique absolument colossale. On parle, par exemple, le transhumanisme est un mot qui n'apparaît dans aucun programme. Tout le monde, enfin, sauf peut-être erreur de ma part. La deuxième, il nous reste très peu de temps, juste. Alors, c'est le premier point. Et le deuxième point qui me paraît fondamental, qui est une question purement politique, c'est le devenir de nos nations. Que vont devenir nos nations par rapport au mouvement de globalisation que nous vivons, par rapport à l'Union européenne? Quelle est la marge de manœuvre du politique? Le politique existe-t-il encore? Existera-t-il encore demain? Aura-t-il les moyens de mettre en œuvre vraiment une politique? Ce sont des questions qui, pour moi, sont les plus fondamentales qui sont posées par une élection comme celle-ci. On a entendu les points d'attention de Christophe, il nous reste très très peu de temps. Non, juste pour conclure, je crois Frédéric. vraiment que nos concitoyens, les uns comme les autres, ont leur mot à dire. Ce sont eux qui écrivent la présidentielle, dit notre camarade Stéphane Rosès. Je crois à cela et je crois que non, personne ne s'en fout, comme vous dites. Je crois qu'au contraire, on s'y passionne et que les candidats sont chargés d'apporter leurs propres réponses. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Christophe d'avoir partagé vos différents points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #AlaSource. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur KTO.